plus tarder, on va débuter cette soutenance de thèse de Mathias Pépin, donc thèse en psychopédagogie. Alors, nous allons faire cette soutenance avec la visioconférence. Donc, vous avez sur vos écrans Madame Patricia Champy-Rémoussard que nous accueillons aujourd'hui avec nous. Bienvenue, Madame. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends, sauf quand il y a un peu trop de bruit dans la salle, mais autrement, je vous entends bien. Bon, excellent. On a eu de la difficulté à faire les tests, évidemment, quand tout le monde est un petit peu en préparation, mais la soutenance va se faire là, dans la tranquillité, alors ça devrait faciliter les échanges. Merci. Alors, je vous explique rapidement les procédures et ensuite je ferai les introductions et on pourra démarrer cette soutenance. Alors, pour commencer, la soutenance dure environ 2 heures. Dans un premier temps, le candidat Mathias Pépin va présenter les grandes lignes de sa thèse de doctorat. Il aura environ 30 minutes pour faire cela. Par la suite, il y aura 2 tours de questions, en commençant par Mme Champy-Rémoussard, suivi de M. Béchard, de Marie-Françoise Legendre et Serge Desgagnés. Là, je fais les choses dans le désordre parce que normalement, je vous aurais expliqué ça personnellement avant de débuter la soutenance. Alors, il y aura donc 2 tours de questions et par la suite, vous allez, membres du public, quitter la salle pour que les membres du jury puissent délibérer avec Mme Champy-Rémoussard qui est sur nos écrans. Et donc, normalement, ce sont les membres du jury qui doivent quitter la salle et donc là, on va devoir faire les choses autrement cette fois-ci. Donc, les aspects de logistique mis à part, je vais débuter cette soutenance officiellement en vous souhaitant la bienvenue aux membres du public et aux membres du jury, en remerciant tout particulièrement Mme Champy-Rémoussard, examinatrice externe donc, de l'Université de Lille 3 en France, Monsieur Jean-Pierre Béchard, examinateur département de management du HEC Montréal, qui a été donc examinateur, Marie-Françoise Legendre, examinatrice du département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval, et Serge Desgagnés, directeur de recherche du même département. Alors, ce sont les membres du jury. Mathias Pépin va nous présenter donc sa thèse qui s'intitule « Apprendre à s'entreprendre en milieu scolaire, une étude de cas collaborative à l'école primaire ». C'est bien ça. Alors, bonjour à tous. Madame la Présidente, je vais vous installiez. Police, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public. Donc, comme on vient de le dire, ma thèse s'intitule « Apprendre à s'entreprendre en milieu scolaire, une étude de cas collaborative à l'école primaire ». Je vais faire aujourd'hui une présentation sur une méthode assez classique. Je vais d'abord commencer par la problématique de la recherche. On va voir qu'il y a un contexte curriculaire favorable à l'entrepreneuriat scolaire et comment j'en suis venu à dégager un objet de recherche, soit l'idée d'apprendre à s'entreprendre, considérée sous l'angle de la philosophie de l'expérience de John Dewey. Je vais ensuite m'attarder sur un peu la méthodologie, revenir sur l'idée d'une recherche, une étude de cas collaborative, pour en venir à dégager les stratégies d'analyse que j'ai utilisées pour finalement revenir à l'objet de recherche, apprendre à s'entreprendre, mais sous l'angle cette fois des résultats de la recherche. Donc on peut dire qu'il y a un contexte favorable, curriculaire favorable à l'entrepreneuriat scolaire, puisqu'en 2001, l'entrepreneuriat a été introduit dans le programme de formation de l'école québécoise. Sans trop entrer dans le détail, ce programme-là est divisé en 2 grandes parties. D'une part, les matières scolaires, d'autre part, ce qu'on appelle les contenus transversaux, les compétences transversales et les domaines généraux de formation. L'entrepreneuriat a été introduit dans le programme de formation de l'école québécoise à titre de domaine général de formation, orientation et entrepreneuriat, aux côtés d'autres problématiques sociales contemporaines comme environnement et consommation, médias, etc. On peut d'ailleurs faire un lien assez évident entre ces domaines généraux de formation et ce qu'on appelle dans le monde de la recherche les éducations A. On aura probablement l'occasion d'en reparler dans les questions. Dans le programme de formation, la finalité éducative qui est associée au domaine général de formation, orientation et entrepreneuriat, c'est de permettre aux élèves d'entreprendre et de mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi et l'insertion dans la société. Et j'ai montré dans le cadre de ma thèse que dans ce contexte-là, on ne considère pas l'entrepreneuriat comme un objet d'apprentissage, mais comme un outil d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire, considérer l'entrepreneuriat comme un outil d'apprentissage? Pour mieux comprendre cela, on peut se tourner vers les finalités d'éducation entrepreneuriale. Si
Si on considère le terme entrepreneuriat, on peut dire globalement qu'il y a deux grandes dimensions qui lui sont associées. D'une part, l'idée d'entreprendre dans le sens de créer une entreprise, créer de l'emploi, créer de la valeur. Donc une dimension beaucoup plus spécifique et économique. Et d'autre part, on parle de s'entreprendre dans ce que j'appelle une dimension large et processuelle, j'y reviens. En termes de finalité éducative, une première finalité associée à la dimension spécifique et économique serait de chercher à comprendre l'entrepreneuriat. Dans le domaine de recherche, on parle d'éducation à l'entrepreneuriat. C'est la traduction de Education About Enterprise. Et on considère ici l'entrepreneuriat comme un objet d'apprentissage en soi. Une deuxième finalité qui est associée à ce même courant, c'est l'idée de développer de futurs entrepreneurs. On parle d'éducation pour l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat est considéré dans sa dimension de pratique professionnelle. On va ici chercher à développer chez les élèves des compétences de création et de gestion d'entreprise. La troisième dimension, pour sa part, elle est reliée, la troisième courant, finalité, est reliée à la dimension large et processuelle de l'entrepreneuriat. On va chercher à développer des individus plus entreprenants de manière générale. On parle d'éducation par l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat est considéré comme un outil d'apprentissage. Dans ce courant, on va chercher à développer chez les élèves ce qu'on appelle des caractéristiques entrepreneuriales, comme le leadership, le sens de l'organisation, etc. Il existe donc un courant dans le champ de recherche en éducation entrepreneuriale qui considère déjà l'entrepreneuriat comme un outil d'apprentissage. Et on peut faire un lien assez évident entre ce courant et la manière selon laquelle l'entrepreneuriat a été inscrit dans le programme de formation de l'École québécoise. Cela dit, ce courant, il est lui-même sans poser des questions, parce que, principalement, on ne sait pas encore très bien définir ce que ça veut dire devenir entrepreneur. Et j'ai montré dans ma thèse que se borner à lister des caractéristiques entrepreneuriales à développer chez les élèves, c'était limitatif d'un point de vue éducatif. Pour dépasser ces limites-là, je me suis appuyé sur la philosophie de l'expérience de John Dewey. Le lien le plus évident qu'on peut faire entre sa philosophie de l'expérience et les activités entrepreneuriales consiste à prendre conscience que les activités entrepreneuriales en milieu scolaire, donc la manière dont s'organise l'entrepreneuriat en milieu scolaire, se fait toujours dans des situations actives, soit des micro-entreprises, soit des projets d'action. Et on peut faire un lien assez évident avec ce que Dewey appelle la notion d'occupation. Qu'est-ce que c'est cette notion d'occupation? Pour Dewey, c'est une pratique sociale qu'on introduit dans le cadre de la classe. Et par exemple, les enfants vont faire du jardinage à l'école. À quoi ça sert d'introduire une occupation dans le cadre de la classe? D'une part, ça sert à assurer la continuité de l'expérience entre ce que les élèves vivent à l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Et d'autre part, ça sert à replacer l'expérience concrète au centre des processus d'apprentissage. Donc on peut faire un lien évident entre ces occupations et les activités entrepreneuriales, dans le sens où elles sont tous les deux orientées vers quelque chose de concret à faire, et que d'autre part, elles sont intimement liées et tournées vers la société, dans le sens où on s'inspire de pratiques sociales. Pour aller plus loin, on peut dire que Dewey définit l'expérience comme l'ensemble qui est constitué par l'action et ses conséquences. Pour lui, faire pour faire, ce n'est pas l'expérience. Faire du jardinage pour faire du jardinage, ce n'est pas une expérience. Pour que l'expérience soit éducative, il va falloir qu'on voit de la matière à travers cette expérience concrète. Par exemple, on va voir de la chimie, de la biologie, on va voir la place de l'agriculture dans la société, etc. Et on va voir que pour que l'expérience soit éducative, Dewey nous dit qu'elle doit être réflexive. On va voir dans la diapo suivante qu'est-ce que ça veut dire pour lui plus avant. Toujours est-il qu'on peut dire que sa philosophie de l'expérience est compatible avec une vision large de l'entrepreneuriat, et ça m'a conduit à avancer une définition processuelle de l'idée de s'entreprendre, donc comme que j'ai défini comme l'idée de se fixer des objectifs d'action à mettre à l'épreuve de l'expérience dans un contexte donné. L'exploration de sa philosophie de l'expérience m'a aussi conduit à avancer une représentation théorique de ce que signifie apprendre à s'entreprendre en milieu scolaire en l'occurrence. On pourrait dire que s'entreprendre part toujours d'une impulsion initiale. Il se passe quelque chose, il y a un problème, une opportunité, on a un rêve, un désir, quelque chose qui nous pousse à nous mettre en action. Et Dewey nous dit que plutôt que d'agir directement sur cette impulsion initiale, il convient de prendre une pause dans l'action, ce que j'appelle la réflexion pré-action ou la projection réflexive, qui va nous permettre, d'une part, de nous fixer un objectif à atteindre, et d'autre part, de se fixer un plan d'action pour atteindre cet objectif. Si on en restait là, on ne pourrait pas parler de s'entreprendre, ce serait encore des conjectures. Pour parler de s'entreprendre, il faut nécessairement qu'on se mette en action.
Et donc, il va falloir mettre le plan d'action en œuvre ou, en termes de Dewey, à l'épreuve de l'expérience. Et Dewey nous dit que, aussi consciencieuse qui était la phase de planification pré-action, il va nécessairement y avoir des problèmes, des opportunités qui vont émerger en cours d'action. Encore une fois, au lieu d'agir directement sur ces problèmes, il nous suggère de prendre une pause dans l'action, ce que j'appelle la réflexion en action, que Schoen appelle la conversation réflexive avec la situation. À quoi ça va servir cette conversation réflexive? Ça va servir à mener une enquête dans le but d'apprendre du problème auquel on fait face, dans le but de poser un jugement sur la situation et de continuer à avancer dans l'expérience de manière non problématique, toujours en gardant en tête l'objectif qu'on s'était fixé. Finalement, on peut mener un troisième type de réflexivité, que j'appelle la réflexivité post-action, le recul réflexif, qui vise à jeter un regard appréciatif sur les moyens qui ont été pris en fonction de l'objectif qui était poursuivi et aussi les apprentissages qui ont été réalisés en fonction des problèmes qui ont été surmontés. Je suis donc parti sur le terrain avec cette représentation d'apprendre à s'entreprendre qui, comme vous le voyez, met en lien une dimension active avec une dimension réflexive, ce qui est la condition sine qua non pour Dewey pour que l'expérience soit éducative. Cela dit, si j'avais une idée générale de ce que voulait dire apprendre à s'entreprendre de manière théorique, il était nécessaire que j'explore empiriquement comment ça se déployait sur le terrain. Pour ce faire, j'ai choisi d'étudier un cas, soit un magasin où des élèves vendaient des fournitures scolaires, donc un magasin scolaire dans une classe de 2e année du primaire, sous la responsabilité d'une enseignante d'expérience. C'était la 9e année qu'elle lançait un magasin scolaire. Cela dit, c'était la première fois qu'elle le faisait en 2e primaire, et elle venait par ailleurs de changer d'école, ce qui appelait des nouveaux défis. Donc ce magasin scolaire, c'est ce qui supporte la dimension active de la représentation théorique. Pour supporter la dimension réflexive, j'ai mis en place un conseil d'élèves avec l'enseignante pour soutenir justement les 3 types de réflexivité dont il vient d'être question. On peut encore dire que la représentation théorique d'apprendre à s'entreprendre, elle bornait en quelque sorte le cas. Si je voulais étudier le magasin scolaire dans son ensemble, il fallait que je suive le groupe depuis l'impulsion initiale jusqu'à l'atteinte de la fin en âge. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai suivi un groupe d'élèves sur une année scolaire complète, de septembre 2012 à juin 2013, pour un total de 62 rencontres de recherche. Et comme le suggère l'étude de cas, j'ai utilisé une variété d'outils de collecte de données pour documenter le cas dans toute sa complexité. J'ai donc fait des entrevues avec l'enseignante, enregistrées audio, comme vous le voyez, 22 entrevues de 49 minutes en moyenne, qui est aussi la place où la collaboration, qui est aussi l'outil où la collaboration a pris essentiellement sa forme. On aura l'occasion probablement d'en parler tout à l'heure. Des conseils d'élèves, évidemment, avec le groupe classe, enregistrés vidéo, filmés, et les observations filmées également, soit d'activités connexes au magasin, une leçon par exemple liée au magasin, soit le magasin lui-même en fonction. 62 rencontres de recherche, 3 types d'outils de collecte de données. Vous vous rendez bien compte que j'avais un volume de données très conséquent avec lequel il fallait que je réussisse à composer. La première façon dont j'ai choisi de rentrer dans ces données-là, c'est que j'ai fait une description générale du magasin scolaire en insistant sur son but pédagogique principal. Puisque pour l'enseignante, ouvrir un magasin dans l'école, ça a pour but de fournir aux élèves un contexte authentique dans lequel ils vont pouvoir mettre leurs habiletés de mathématiques en œuvre dans une situation qui est donc authentique. Principalement, addition, soustraction en lien avec la valeur de l'argent, dans une situation qui est quand même caractérisée par un certain stress, puisqu'il y a des fils, etc. Et ce qui ne va pas du tout de soi, ces apprentissages-là en 2e année du primaire, donc il y a toute une série d'activités qui ont été faites avec les élèves pour qu'ils en viennent à maîtriser ces compétences-là. C'est l'objet de la première description dans la thèse. Cela dit, cette description-là ne me permettait pas de rendre compte de la complexité de tout ce que j'avais observé ou de ce à quoi j'avais participé avec l'enseignant. Et j'ai donc choisi d'organiser le reste des données à travers une organisation thématique, chaque thème renvoyant à un problème qui fait obstacle au groupe dans la mise en œuvre progressive du magasin. Donc cette définition que je viens de vous donner, c'est exactement ce que j'ai appelé un cas processus comme principe analytique pour rendre compte de mes données. Donc un processus de résolution de problèmes qui fait obstacle au groupe pour avancer dans le magasin. Et ça m'a conduit à décrire 8 cas processus qui, donc, vous le comprenez, partent à chaque fois d'un problème différent dans la mise en œuvre du magasin. Si je prends le cas 2, autour de la construction du magasin dans l'école, il part de l'idée que les élèves, en conseil d'élèves,
analysent l'idée d'ouvrir un magasin et se disent si on veut ouvrir un magasin, il va bien falloir qu'on ait un endroit pour vendre. Leur première représentation, on va construire un magasin en briques dans la cour de récréation. On partait de loin, vous comprenez, il a fallu qu'on travaille sur les représentations des élèves pour qu'une élève finisse par proposer, en conseil d'élèves toujours, de faire un chariot, de construire un chariot comme lieu de vente. L'enseignant s'est emparé de cette idée en entrevue avec moi. On a transformé ça ensemble en l'idée de faire tracer un patron de la tablette supérieure du chariot aux élèves, ce qui impliquait de leur faire apprendre les mesures conventionnelles et d'utiliser les outils de mesure également. Quand ils ont tracé leur patron de la tablette, on l'a donné au menuisier de l'école qui a construit le chariot pour les élèves. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est un cas processus. Un problème, un processus qui vise à être réinvesti dans la bonne marche du magasin. Pour représenter cette complexité, j'ai proposé dans le cadre de la thèse cette représentation visuelle de la distribution temporelle de mes cas processus. Et j'ai utilisé la métaphore de l'arbre pour décrire ce graphique. Au fond, le tronc de l'arbre, c'est la ligne du temps principale qui est aussi le magasin en train de se déployer progressivement. Et chacune des courbes sur ce schéma représente un cas processus, donc ce que j'ai appelé une branche pour utiliser la même métaphore, qui part toujours systématiquement d'une situation vécue dans le magasin pour être réinvestie dans le magasin aussi. Je pourrais vous dire beaucoup de choses sur ce schéma évidemment, mais j'attire simplement votre attention sur le fait qu'il est divisé en trois grandes parties. D'abord, un plan d'action, on est essentiellement en conseil d'élèves, on analyse l'idée d'ouvrir un magasin scolaire, qui est aussi le moment où la majorité des cas processus vont émerger. Ensuite, une première phase d'action, que j'ai appelé l'idée de faire exister le magasin, puisqu'on part de rien qu'il faut le faire exister ce magasin-là. Et vous voyez que tous les cas processus, la majorité se déploie à ce moment-là. Et d'ailleurs, de manière, ils sont tous traités un peu en même temps, contrairement à ce que la représentation théorique disait, où on voyait des processus de problématisation les uns à la suite des autres. Finalement, une deuxième phase d'action que j'ai appelée l'idée de faire tourner le magasin, qui est on le verra, une phase d'action plus routinière, ce qui est la raison aussi pour laquelle il y a moins de cas processus qui émergent à ce moment-là. Dans la thèse, le passage de la singularité de ces cas processus à une généralisation que Yin appelle analytique est assuré à trois niveaux. D'une part, tous les cas processus sont reconstruits sur la base de 5 catégories descriptives qui sont communes. D'abord, un ancrage à l'occupation. Vous l'avez bien vu, on part du magasin scolaire, d'une situation qui est vécue dans le magasin scolaire. Une situation qui va être problématisée. On va vivre un processus avec les élèves pour résoudre ce problème-là, dans le but que ce soit réinvesti dans la bonne marche du magasin en lui-même. Et une cinquième catégorie que j'ai un peu moins analysée, qui s'appelle les suites du cas, qui reprend tout ce qui s'est passé sur le même thème, mais une fois que le réinvestissement a été fait dans l'occupation. Par ailleurs, ces cas processus qui sont reconstruits sur la base des 5 mêmes catégories se terminent invariablement par ce que j'ai appelé un niveau interprétatif transitoire, qui reprend 4 volets interprétatifs. Un premier regard est posé sur le processus d'enquête, ou autrement dit le processus de résolution de problèmes vécus avec les élèves. Un deuxième regard est posé sur les apprentissages qui ont été exploités par l'enseignante à travers ces processus d'enquête. Un troisième regard est posé sur l'intégration de l'occupation du magasin à la forme scolaire, parce que ce magasin scolaire-là, il ne se déploie pas n'importe où, il se déploie dans une école, et j'ai donc aussi regardé les interactions entre le déploiement du magasin avec son contexte plus englobant. Et un quatrième regard est posé sur la collaboration enseignante-chercheur. Finalement, le dernier chapitre reprend une analyse inter-cas processus, qui reprend transversalement chacun des volets interprétatifs, les uns à la suite des autres, à l'appui de la théorie de l'enquête de John Dewey. Et on peut dire de manière générale que j'ai montré, à l'appui de cette théorie-là, que le magasin scolaire pouvait être considéré comme une sorte de méta-enquête, dont le problème principal est le manque de fournitures scolaires en classe et l'objectif à atteindre est la construction du magasin, et que chacun des cas processus pouvait être considéré comme une enquête subsidiaire, dont la résolution va permettre de continuer à avancer dans la méta-enquête, dans l'enquête principale. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire d'apprendre à s'entreprendre au terme de la thèse, au terme à la lumière des résultats de recherche? Je pars de la représentation théorique d'apprendre à s'entreprendre.
un peu simplifiée, et je vous attire votre attention sur le fait qu'une spirale de problématisation dans cette représentation-là n'est rien d'autre qu'un cas processus au point de vue analytique. Qu'est-ce qu'on peut donc dire de cette représentation à la vue des données? D'abord, par rapport à l'impulsion initiale, contrairement à ce qu'on laisse entendre dans les discours pédagogiques qui entourent l'éducation entrepreneuriale et qui stipulent que l'impulsion initiale devrait toujours être le fait des élèves, donc ça devrait venir des élèves, ce que montre la thèse, c'est que ce qui est important, c'est pas que ça vienne des élèves ou que ça vienne de l'enseignante, mais que les élèves s'approprient cette impulsion initiale. Parce que l'appropriation de l'impulsion initiale va être le gage de leur engagement à court et à long terme dans le projet, un projet qui dure sur une année scolaire complète. Par exemple, dans le cas du magasin scolaire, l'enseignante sait pertinemment, je vous l'ai dit, ça fait 9 ans qu'elle lance le magasin scolaire, elle sait pertinemment qu'elle va lancer le magasin scolaire. Et donc elle a besoin que les élèves s'approprient cette idée de magasin. Elle va ruser, au sens vraiment ingénieux du terme, elle va mettre le problème principal, le manque de fournitures scolaires en scène, pour que les élèves soient eux-mêmes amenés à apporter l'idée de magasin scolaire en conseil d'élèves. Donc l'important demeure l'appropriation de cette impulsion initiale. Relativement aux problèmes qui émergent en cours d'action, j'ai montré que pour apprendre à s'entreprendre, évidemment, les élèves doivent être engagés dans la construction progressive du magasin. Et pour ce faire, ils doivent être amenés à identifier des problématiques, à analyser leur environnement, à proposer des solutions et surtout à mettre ces solutions-là en œuvre. Et je n'ai pas le temps de parler de tous les types de problématiques que j'ai dégagées, mais celles qui sont les plus représentatives d'un apprentissage à s'entreprendre sont ce que j'ai appelé les problématiques émergentes. Parce que dans le cadre de ces problématiques-là, l'enseignante ne les a pas anticipées, elle n'a pas non plus de solution clé en main à proposer aux élèves, et encore moins évidemment d'opérationnalisation de la solution. Et donc tout va être construit d'une certaine manière avec le groupe. Dans ce sens-là, c'est représentatif d'un apprentissage à s'entreprendre. L'exemple 1, le cas processus 1 dans ma thèse, est particulièrement représentatif ici, puisque c'est les élèves en conseil d'élèves qui vont dire on va ouvrir un magasin dans l'école, d'accord, mais première chose qu'ils disent, est-ce qu'on a le droit d'apporter de l'argent à l'école? Est-ce que les clients, qui sont les autres élèves de l'école, vont avoir le droit d'apporter de l'argent? L'enseignante, elle le sait pertinemment qu'on peut, ça fait 9 ans qu'elle fait un magasin scolaire, elle le sait qu'il n'y a pas de problème. Mais elle va choisir de traiter ce problème-là avec les élèves, au lieu de le régler à leur place. Elle va choisir d'intégrer le français, on va écrire une lettre au directeur de l'école, l'inviter dans le conseil d'élèves, discuter avec lui pour obtenir son autorisation, après avoir compris que si on introduisait de l'argent à l'école, il fallait aussi faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de situation de vol, de racket, d'intimidation, etc. Vous voyez l'idée de ces problématiques à traiter. Ces problématiques, ça renvoie à mon objet évidemment principal, l'idée d'apprendre à s'entreprendre. Un autre aspect très important de ma thèse, c'est l'idée qu'apprendre à s'entreprendre implique d'apprendre en s'entreprenant. Autrement dit, qu'il y a des apprentissages qui vont être exploités dans l'apprentissage à s'entreprendre. Alors, à travers les processus d'enquête qui sont à vivre ou de processus de résolution de problèmes. Je n'ai pas le temps non plus de revenir sur chacun de ces apprentissages, mais les deux plus notables me semblent être d'une part les apprentissages disciplinaires. Vous avez vu par exemple, les mathématiques ont été intégrées dans la construction du chariot. On a écrit une lettre au directeur pour l'inviter dans le cas numéro 1. Et dans chacun des cas processus, des apprentissages ont été comme ça intégrés dans les résolutions de problèmes. Les deuxièmes apprentissages qui me semblent plus notables, c'est les apprentissages de nature morale. Parce que dans le cadre, en fait, pour Dewey, introduire une occupation dans le cadre de la classe, ça ne veut pas dire de reproduire les imperfections de la pratique sociale de laquelle on s'inspire. Autrement dit, introduire un magasin dans l'école, ça devrait être l'occasion en même temps de jeter un regard critique sur la société. Et c'est exactement ce qu'on a fait à l'appui des processus d'enquête qui ont été vécus dans le magasin. Par exemple, avec la publicité, on a fait de la publicité pour annoncer le magasin dans l'école, pour que les clients sachent qu'on allait ouvrir un magasin, mais on a aussi profité avec les élèves en conseil d'élèves pour tenir une discussion autour de la place de la publicité dans la société. On s'est rendu compte qu'on pouvait parfois être floué par la publicité, ou qu'on pouvait, par la société aussi probablement, et que la publicité nous poussait à consommer. Un autre cas très représentatif, c'est le cas de la surconsommation, qui est le cas numéro 7, où les élèves, dans le fond les clients, venaient acheter des choses dans le magasin,
et la monnaie qu'on leur rendait, ils voulaient la dépenser alors qu'il n'y avait plus besoin de rien. Ça nous a conduit avec notre groupe d'élèves à avoir une discussion sur la différence entre les besoins et les désirs et à moraliser ponctuellement les clients pour les inciter à garder leur monnaie au lieu de venir la dépenser s'il y avait besoin de. Pour comprendre le défi pour l'enseignant d'intégrer les apprentissages de la sorte à la conduite des enquêtes, il faut comprendre qu'au sens de Dewey, les enquêtes qui sont à mener dans le cadre de l'occupation sont des enquêtes qu'il appelle de sens commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles partent de problématiques essentiellement instrumentales. Par exemple, comment construire le magasin. Par exemple, comment faire connaître le magasin dans l'école. Donc des problématiques très instrumentales qui n'appellent pas a priori de besoins d'apprentissage particuliers. Et donc il va y avoir par ailleurs, ces processus d'enquête qui conduisent à poser des jugements de nature essentiellement pratique. Donc le défi pour l'enseignante, ça va être de se saisir de ces problématiques instrumentales et de les transformer en ce que Laplace appelle des problématisations à but pédagogique. Vous en avez eu un exemple tout à l'heure. Comment construire le magasin est problématisé par l'enseignante. Je vais vous faire tracer un patron de la tablette supérieure pour pouvoir intégrer des apprentissages. Donc il y a tout ce travail de traduction pédagogique de la part de l'enseignante. D'autre part, l'occupation fait également naître des besoins d'apprentissage, comme je vous l'ai dit depuis le début, mais surtout il est aussi en même temps le contexte dans lequel ces apprentissages vont être réinvestis de manière compétente. Donc en soi, le magasin fournit un contexte qui est complet en lui-même. Il appelle des besoins d'apprentissage, mais les apprentissages, ce qu'on apprend, on ne le fait pas dans n'importe quel but, on le fait dans le but que ce soit réinvesti dans le magasin, qui a en même temps la situation de mise en œuvre, si on veut, des compétences et des savoirs qui ont été appris. De manière plus générale, si on est d'accord avec l'idée que l'occupation se déroule selon un processus d'enquête, j'ai surtout montré que ce processus d'enquête de sens commun se voulait un apprentissage à s'entreprendre dans le sens de la définition qui a été avancée dans le cadre de la thèse. Et à cet égard, si le projet d'action, c'est-à-dire le magasin ou encore l'occupation dans les termes de Dewey, constitue bien le véhicule pour s'entreprendre, j'ai montré qu'apprendre à s'entreprendre appelle une pédagogie de la problématisation pour tirer parti de la valeur à la fois éducative et émancipatoire de l'action qui est à vivre dans le magasin. Si je reviens sur les objectifs, on a vu tout à l'heure dans le schéma qu'ils étaient divisés en deux grandes parties. L'idée d'abord de faire exister, puis l'idée de faire tourner le magasin. Un grand apport de la thèse est d'avoir montré que la majorité des cas de processus se déploient dans la première phase d'action qui consiste à faire exister le magasin. Ce qui est important parce qu'en milieu scolaire, on a parfois tendance à passer outre ou rapidement en tout cas à travers cette idée de faire exister, pour en venir rapidement à vendre quelque chose, à produire quelque chose, et on passe à côté de la majorité des apprentissages que l'action devrait permettre. Cela dit, c'est vrai que la deuxième phase, je vous l'ai dit, celle qui consiste à faire tourner le magasin est plus routinière, mais en même temps elle est nécessaire parce qu'elle constitue d'une certaine façon la pertinence ou l'intégration de tout ce qui a été vécu en termes de processus avant que le magasin existe. De manière transversale à tout ce que je viens de dire, il y a deux éléments qui peuvent être soulevés. D'une part, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis en termes un peu plus généraux, l'enseignante elle est constamment appelée à transiger entre la place qu'elle occupe versus la place que les élèves occupent dans le cadre de l'occupation du magasin scolaire. Je vous l'ai dit, ça fait 9 ans qu'elle lance un magasin scolaire, elle sait pertinemment comment ça fonctionne, elle sait même en gros les problématiques qui vont émerger et les solutions qui sont à apporter. Mais elle veut que les élèves apprennent à s'entreprendre. Donc elle veut construire avec eux aussi le sens du magasin, les problématiques et les solutions à lui apporter. Elle est toujours en train de négocier sa place entre ce qu'elle apporte versus ce qu'elle construit avec le beau, tout en s'assurant toujours que le magasin soit une solution qui marche dans le cadre du problème qui est supposé régler. D'autre part, le magasin scolaire, je vous l'ai dit, se déploie dans un contexte. Ce contexte, on peut relier en termes théoriques à l'idée de forme scolaire. Et j'ai montré dans la thèse que la forme scolaire pouvait être à la fois habilitante et contraignante. Elle est habilitante dans le sens où elle place les élèves en situation de prise d'initiative. Ils doivent résoudre des problèmes authentiques en apportant des résolutions, elles aussi authentiques. On ne peut pas se permettre de faire semblant. On est dans un
vrai magasin, même si c'est un faux magasin. Et par ailleurs, elle peut être contraignante dans la mesure où elle fait naître des problématiques particulières qui n'émergeraient pas dans d'autres contextes. Par exemple, peut-on apporter de l'argent à l'école? Ça n'apparaîtrait pas dans un magasin normal comme problématique. Et par ailleurs, les solutions qui peuvent être apportées à ces problématiques-là sont aussi contraintes par la forme scolaire. Finalement, en termes de la thèse, je pense avoir réussi à replacer l'expertise pédagogique de l'enseignante au cœur de la conduite d'une activité entrepreneuriale pour permettre aux élèves d'apprendre à s'entreprendre et d'apprendre en s'entreprenant. Et je pense aussi avoir montré que bien exploitée pédagogiquement, l'occupation recèle un pouvoir éducatif et émancipatoire considérable quand on se permet de replacer la réflexion au centre de l'action qui est à vivre dans le cadre de l'occupation. Ce qui termine ma présentation. Je vous remercie et je vous laisse la place aux questions. Merci beaucoup pour cet exposé des grandes lignes de la thèse. Ça nous donne envie de lire le texte. Alors, sous le sapin de Noël, si vous avez des commandes spéciales. Maintenant, on va passer donc à la deuxième portion de la soutenance qui va comporter commentaires et questions des membres du jury. Alors, comme je l'annonçais en introduction, on va commencer par céder la parole à Mme Patricia Champéry-Moussenard. Le terrain est à vous. Merci. Bonjour à nouveau à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Desgagnés, Madame la vice-rectrice et puis Mathias Pépin de m'avoir invité à faire partie de ce jury et donc à lire en primeur cette magnifique thèse dont nous sommes en train de parler. Et donc c'est particulièrement intéressant pour moi et aussi pour mon équipe qui n'a pas pu se joindre à moi tout entière aujourd'hui, parce que les travaux qui sont développés dans cette thèse de doctorat sont en résonance extrêmement étroite avec les recherches que nous conduisons autour de l'esprit d'entreprendre au centre du Centre interrégional de recherche en éducation de Lille. Donc c'est vraiment un moment très important pour nous et très, très intéressant que cette soutenance de thèse. Et je voudrais, c'est un petit peu comme ça qu'on fait en France, on commencer par quelques commentaires et si j'ai bien compris, ensuite quelques premières questions. Exactement. Quelques questions ensuite tout à l'heure, voilà. Et donc, tout d'abord dire, ce qui est bien sûr présent dans mon rapport, mais que je tiens à saluer un travail d'une très très grande qualité, un travail très original par l'objet qui a été choisi, par le terrain d'investigation et le dispositif qui ont été étudiés, et par la démarche de recherche qui a été adoptée. Je voudrais dire aussi, sans m'attarder, mais c'est vraiment un ouvrage qui présente une qualité formelle exceptionnelle. C'est très très bien écrit, c'est très très bien présenté. Ce n'est pas toujours le cas, donc je veux le signaler. Et donc je reprendrai quelques points avant de poser quelques questions, quelques points sur lesquels je voudrais insister pour montrer quelle est ma propre lecture de cette thèse et ce qui m'a particulièrement intéressée. Je dirais qu'il y a trois aspects qui font vraiment une très grande part de la force et de la nouveauté des travaux de Mathias Pépin. C'est la problématisation, la perspective critique et le choix d'analyser la dimension éducative. Il ouvre, comme je l'écrivais, des portes et il donne véritablement des clés pour effectivement opérer une problématisation de ce domaine en s'appuyant de manière tout à fait intéressante sur la théorie de Dewey. Et il fait la démonstration précieuse dans ce domaine, me semble-t-il tout particulièrement, que l'entrepreneuriat scolaire, je reprends ces termes, mais il pourrait y en avoir d'autres, peut, comme n'importe quel aspect des questions éducatives, faire l'objet d'une approche scientifique rigoureuse et riche, et d'une approche qui se fait véritablement, dans ce cas-là, avec ce qu'on peut appeler un esprit scientifique, je voudrais le faire à Gaston Bachelard, c'est-à-dire un état d'esprit qui se libère des énoncés de croyances et des discours de l'opinion. Et ce n'est pas
évident sur cet objet au vu de ce qu'on peut lire sur les questions en général de l'entrepreneuriat et en particulier de l'éducation à l'entrepreneuriat. Et à cet égard, j'ai particulièrement apprécié dans la conclusion la reprise par Mathias Pépin des 5 étapes de l'enquête au sens de Dewey pour analyser son propre parcours doctoral. Et je pense que cela dessine comme un trait du doctorant en entrepreneur. Mais peut-être voudra-t-il réagir à cela tout à l'heure. Voilà. Je voulais aussi dire que la justification, ce que j'appelle la justification méthodologique de la recherche est particulièrement fine et rigoureuse. Tout est décrit de manière extrêmement précise, des matériaux, de la démarche choisie, des matériaux collectés, des difficultés rencontrées. Et c'est aussi une thèse qui propose une méthodologie originale. Il en a parlé tout à l'heure avec ces cas processus. Cette démarche analytique, je pense, mériterait d'être ensuite transposée, bien sûr, dans d'autres domaines. Et puis aussi, par rapport aux commentaires, les lectures qui ont été réalisées par Mathias Pépin sont nombreuses, pertinentes et donnent lieu finalement à une revue de lecture excellente, très utile et qui sera sans doute effectivement très utile à l'ensemble de la communauté scientifique qui se penche sur ces questions. Voilà pour ce que je voulais dire. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement fort dans cette thèse, c'est ce que Mathias montre, c'est que bien exploitée pédagogiquement, l'activité entrepreneuriale recèle véritablement un pouvoir éducatif et émancipatoire. Et je reprends là ces termes, et que loin de formater, cette activité, si elle est exploitée pédagogiquement, permet de porter un regard critique sur la société. Ça, c'est quelque chose pour moi de très très fort dans la thèse. Parce que, en France en tout cas, je ne sais pas au Québec, mais en France en tout cas, il y a des débats et des lignes de fracture autour de ces activités pédagogiques liées à l'esprit d'entreprendre et à l'entrepreneuriat. Parce que certains, je pense encombrés par certaines visions idéologiques de cette affaire-là, pressentent que cela pourrait donner lieu uniquement justement à un formatage et n'entrevoient pas les autres effets potentiels, ceux-là justement que Mathias Pépin montre dans sa thèse. Donc, c'est une thèse qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle permet d'interroger des évidences et de dépasser un certain nombre de soi que nous, dans l'équipe, on a pu trouver quelquefois dans la littérature scientifique sur l'entrepreneuriat. Par exemple, cette idée de dépasser la seule approche par la pédagogie du projet pour aller vers la pédagogie de la problématisation qui est très très intéressante. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps, je crois que je n'ai mis aucune critique, mais j'aurais un peu de mal en fait. Et je vais surtout poser 2 ou 3 questions, puis ensuite laisser la parole à mes collègues. D'après ce que j'ai compris, je reviendrai tout à l'heure, peut-être avec d'autres questions. Parmi les questions que je pourrais poser, il y a celle évoquée tout à l'heure très rapidement par Mathias Pépin sur les éducations A. Alors, en France, on parle beaucoup des éducations A. Nous, ici dans l'équipe, on a eu tendance à essayer de comprendre en quoi l'éducation à l'esprit d'entreprendre était une de ces éducations A. Il y en a d'autres, l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement, etc. Et j'aimerais savoir si Mathias Pépin considère que c'en est une parmi d'autres ou qu'elle a des particularités. Voilà, ça serait, alors évidemment, sans développer, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on me dire un petit peu quelque chose là-dessus. Il y a un autre point qui m'intéresse particulièrement et qui a été mis en exergue dans la conclusion, c'est ce que ces travaux mettent en évidence par rapport au rôle de l'enseignant. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, ici, nous avons aussi pas mal travaillé. Et j'aimerais savoir, mais peut-être est-ce que sur ce plan, j'ai lu la thèse
peut-être un peu vite par moment, je ne sais pas, mais est-ce que finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer que la formation des enseignants ait pu être, y compris apparemment au Québec, négligée, sous-estimée, empêchée? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ce statut quand même un petit peu étonnant qu'on a donné aux enseignants, alors que nous sommes bien dans une activité qui est dans l'école et dans une activité éducative? Et puis, troisième question, je suggérais dans le rapport, je proposais dans le rapport à Mathias Pépin de lire le rapport final que nous avons réalisé sur les mini-entreprises. Donc c'est un dispositif du secondaire que nous avons étudié. Et dans la complémentarité de ça, j'aimerais savoir s'il a quelques idées de la manière dont il pourrait, comment dire, transférer, exporter le résultat de cette recherche qui porte sur un public d'élèves du primaire vers le secondaire, voire, nous sommes en plein ici à l'I3 dans le développement de l'accompagnement des étudiants du supérieur, voire vers le supérieur. Bon, ça fait sans doute déjà beaucoup de choses, donc je m'arrête pour le moment et je vous laisse la parole. Merci. D'accord, alors je vais essayer de moi non plus pas trop m'étendre sur les trois questions. Donc, je les prendrai une à une, je les ai prises en note pour ne pas les oublier. La première question, à vrai dire, vous l'avez vu dans votre rapport et je m'y suis un petit peu préparé, je dois bien l'avouer. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que je n'ai pas placé, évidemment, ma réflexion, vous le savez, dans la perspective des éducations A directement. Cependant, on l'a vu dans la présentation, j'ai placé l'ensemble de ma réflexion s'appuie sur le domaine général de formation, orientation et entrepreneuriat. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais la façon dont je le comprends, ces domaines généraux de formation ne sont rien d'autre que ce qu'on appelle dans le domaine de la recherche des éducations A. Par exemple, on a le domaine environnement et consommation, qui pourrait être très facilement relié à l'éducation à l'environnement ou l'éducation de développement durable. On a le domaine général de formation médias, éducation aux médias, santé, éducation à la santé, etc. Donc il y a déjà un lien très fort qu'on peut faire entre les deux, selon moi. Ça me permet aussi de mettre en évidence qu'au Québec, ces éducations A y ont à quelque part déjà une place dans le programme de formation et dans le curriculum, ce qui, je pense, n'est pas nécessairement le cas. Je ne m'avancerai pas trop sur ce sujet, ne connaissant pas le curriculum français, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une place vraiment dédiée aux éducations A dans le cadre du curriculum français. Cela dit, si on revient un petit peu à ce que sont les éducations A, que sont d'ailleurs aussi les domaines généraux de formation, qu'est-ce que c'est les éducations A? C'est des problématiques sociales contemporaines auxquelles on estime nécessaire d'initier les élèves. L'environnement, l'entrepreneuriat, les médias, etc. Cependant, d'abord, contrairement aux matières scolaires dont le milieu scolaire est accoutumé, qui s'appuie essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler en termes épistémologiques des savoirs refroidis, 1 plus 1 égale 2, personne ne s'oppose à ça. Les domaines généraux de formation et les éducations A, qui pour moi sont quasiment des synonymes, ne sont pas du tout consensuels. Par exemple, l'environnement n'est pas un sujet qui est en lui-même consensuel. L'entrepreneuriat, encore moins, tout le monde n'est pas d'accord d'introduire de l'entrepreneuriat dans les écoles. Et donc, le sens de ces éducations A n'est pas encore, selon moi, arrêté. On peut encore les comprendre de multiples façons en fonction de la perspective dans laquelle on se place. S'il devait exister une éducation à l'entrepreneuriat, ce qui n'existe pas encore vraiment, mais qui est cependant en train quand même de prendre forme, le problème d'utiliser ce terme d'éducation à l'entrepreneuriat, selon moi, c'est que le terme entrepreneuriat lui-même est extrêmement connoté socialement. Et je ne sais pas pourquoi, dans ce cadre particulier-là, dès qu'on parle d'éducation à l'entrepreneuriat, on pense directement on forme des entrepreneurs. Pourtant, quand on fait de l'éducation aux médias, on ne cherche pas à développer des publicitaires. Quand on fait de l'éducation à l'environnement, on ne cherche pas à développer des activistes ni des écologistes. Quand on fait de l'éducation à la citoyenneté, on ne cherche pas à éduquer
des futurs politiciens, c'est pas ça. Il y a une essence à ces éducations. On pourrait dire, je pense, je l'ai dit dans la thèse d'ailleurs, que chaque éducation A renvoie à une certaine manière d'être au monde, de poser des problèmes, de regarder les problèmes, puis d'essayer de solutionner ces problèmes-là. Si je reprends mes exemples, dans le cadre de l'éducation aux médias, on essaye de développer un esprit critique chez les élèves. L'éducation à l'environnement, au développement durable, on essaye de développer une conscience écologique chez les élèves. L'éducation à la citoyenneté, un esprit civique. Et au terme de la thèse, je pense que s'il devait y avoir une spécificité à cette éducation à l'entrepreneuriat, je ne serais pas loin de dire que c'est un esprit d'initiative qu'on essaye de développer chez les élèves. D'ailleurs, ça me permet de faire un lien avec votre deuxième question, dans la mesure où vous faites vous-même le lien dans le rapport idée entre l'entrepreneuriat et une compétence qui se retrouve dans votre socle de compétences en France, qui est le développement de l'esprit d'initiative, qui est aussi par ailleurs prôné par la Commission européenne, qui est prôné par l'OCDE, bref, toute une série d'acteurs éducatifs ou para-éducatifs qui s'occupent de réfléchir aux problèmes actuels de l'éducation et de ce qu'il faudrait faire pour continuer à adapter l'éducation au changement de la société. Donc le lien étant fait, je trouve la question difficile de faire le lien de la transposition de mes résultats de recherche du contexte primaire vers le contexte secondaire. Le premier problème, je pense, c'est qu'au primaire, on traite avec des enseignants qui sont généralistes. Donc, ils traitent de toutes les matières scolaires. Là où les enseignants au secondaire, et particulièrement plus encore au niveau post-secondaire, on traite avec des enseignants qui sont des spécialistes d'une matière en particulier. Or, vous l'avez bien vu tout à l'heure, il y a plusieurs types d'apprentissage qui sont touchés. C'est un peu comme si, pour résoudre le cas de la construction du chariot, il aurait fallu faire appel au professeur de mathématiques. Pour écrire au directeur, il aurait fallu faire appel au professeur de français. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça appelle une collaboration dans les équipes qui est autrement différente, à mon avis, que ce qui existe actuellement, où chacun est dans sa classe et voit son programme avec son groupe d'élèves. Donc ça appelle des questions de ce type-là, et ce n'est pas innocent d'ailleurs que j'ai choisi de travailler au primaire. D'abord, ma formation initiale est en enseignement primaire, donc mon cœur penche pour les enfants plus jeunes, mais il y a aussi pour moi cette barrière de la spécialisation des enseignants. Et une autre barrière, selon moi, c'est que, si vous vous rappelez des finalités que j'ai présentées tout à l'heure, éducation à l'entrepreneuriat, pour l'entrepreneuriat, par l'entrepreneuriat, on dirait un peu qu'on prend pour acquis que on va faire de l'éducation par l'entrepreneuriat avec les plus jeunes, on va former des individus plus entreprenants, mais dès qu'on s'en va vers le secondaire, là on va s'occuper des vraies affaires, on va développer des entrepreneurs. Donc il y a une espèce d'a priori que ces finalités éducatives sont sur une espèce de continuum qui devrait nécessairement aller de l'esprit d'entreprendre à l'esprit d'entreprise, pour reprendre les termes qu'on utilise en France. Donc, de développer des individus plus entreprenants vers des entrepreneurs, pour les termes que moi j'utilise, en grosso modo veut dire la même chose. Cela dit, pour moi, si on me permet de conclure sur cette question-là, je pense qu'il faut qu'on travaille sur les représentations des éducateurs à tous les niveaux scolaires pour leur faire comprendre que développer l'esprit d'entreprendre est une finalité qui est valable en soi à tous les niveaux scolaires et pas seulement pour le niveau primaire. Et puis on va faire de l'esprit d'entreprise ou développer des entrepreneurs avec les plus grands. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'important. Ces finalités ne sont pas nécessairement sur un continuum, elles sont indépendantes en elles-mêmes, je pense. C'est la façon dont je le vois. Pour répondre à votre troisième question par rapport à la place de l'enseignant, évidemment, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la principale chose que j'ai envie de vous répondre, c'est que quand on parle d'éducation à l'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat scolaire, d'entrepreneuriat éducatif, peu importe, ou on pourrait même dire d'éducation à l'esprit d'initiative, si on avance sur un pas de plus que je fais par rapport à la thèse, on a comme cette espèce de représentation que, et justement parce qu'on cherche à développer un esprit d'initiative ou un esprit d'entreprendre,
on a l'impression que l'intervention de l'enseignant va nécessairement brimer cet entreprendre. Donc c'est comme si on disait, mais pour qu'apprendre à s'entreprendre prenne place, ou pour développer un esprit d'initiative, il ne faut pas que l'enseignant intervienne, sinon il va mettre les enfants dans un carcan et donc ils ne développeront pas leur esprit d'initiative. C'est un peu ça qui est assumé dans les discours pédagogiques et ça amène à des choses que tout doit toujours émerger des élèves, ils doivent résoudre tous leurs problèmes tout seuls. Or, tout ce que la thèse montre, c'est exactement l'opposé à mon avis. C'est tout le travail pédagogique d'encadrement de l'enseignante qui met les conditions en place pour que les élèves réussissent à s'entreprendre. Parce que, d'abord, les problématiques qui arrivent, en étant deuxième primaire, je vous rappelle, dans le magasin scolaire que j'ai étudié, ces problématiques, elles ne sont pas nécessairement directement traitables par les élèves, parce qu'elles sont trop complexes. Donc il y a ce travail de traduction pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est nécessaire pour rendre les problématiques traitables par les élèves d'une certaine façon. Et je vous ai dit aussi au début que l'impulsion initiale, c'était complètement une mise en scène de la part de l'enseignante. Elle savait qu'elle allait lancer, d'ailleurs on l'avait planifié ensemble durant le mois d'août. On va insister, Mathias, auprès des élèves dès le mois de septembre sur le fait qu'il manque beaucoup de fournitures scolaires en classe. Et fin septembre, on fait un conseil d'élèves pour régler ce problème-là avec les élèves et on part le magasin. C'est une mise en scène pédagogique qui fonctionne très bien, mais qui montre très bien aussi la place qu'a l'enseignante. Pour moi, si on laisse les élèves complètement à eux-mêmes, c'est risquer tout simplement soit qu'ils ne s'entreprennent pas du tout, parce qu'ils ne savent pas comment faire, soit que ça conduise à des échecs, leur entreprendre, conduise à des projets qui mènent à des échecs, et qui finalement, ils décident d'une certaine forme de crainte finalement d'entreprendre, qui est l'inverse de ce qu'on essaye de développer. Est-ce que je réponds? Merci beaucoup, oui, parfaitement, merci. Merci. Merci bien. Alors, si vous permettez, M. Jean-Pierre Béchard. Merci bien. Alors, Mathias, j'aimerais saluer l'originalité, la rigueur, la pertinence de ta démarche. Et surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est la posture intellectuelle. On sent que tu prends du recul et que tu n'es pas dans le dogmatisme par rapport à ça. J'apprécie énormément ce que tu as fait. J'aimerais aussi saluer l'intelligence pédagogique de l'enseignante. Je ne sais pas si elle est dans la salle ici. Et j'aimerais qu'on réussisse à les cloner, ces enseignants. Alors, félicitations, madame. Franchement, je disais ça, puis j'étais en admiration devant ce métier-là, même si je ne le pratique pas à l'école primaire. La question, c'est, oui, il y a des enseignants plus sensibles à l'entrepreneuriat. Oui, le contexte scolaire, le contexte du Québec par rapport à la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Mais évidemment, moi, venant d'une école de commerce, je suis toujours sensible au MESO, à la partie intermédiaire, qui est l'organisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans la thèse que la culture d'une école, elle joue, on en parle, mais elle n'est pas schématisée et représentée. Parce que les directeurs d'école plus ou moins intéressés à ces activités-là, les enseignants, les collaborateurs, les collègues qui sont plus ou moins sensibles à ce qu'un autre enseignant fait dans sa classe. Et ça amène comment on peut représenter cette culture scolaire-là dans la culture de l'occupation. Comment la représenter dans le schéma? C'est ma question. C'est une question difficile. En fait, j'ai essayé dans la stratégie de présentation des résultats de recherche qui est cette diapositive-là, qui n'est pas dans ma thèse, c'est vraiment un point que j'ai essayé de faire de plus comme une stratégie de présentation de mes résultats. J'ai réfléchi à l'idée, j'ai vu aussi votre question dans les rapports, j'ai réfléchi à est-ce qu'il faudrait que je rajoute un cadre pour représenter cet environnement-là. Et finalement, la réponse apparaissait un peu triviale de mettre un cadre, puis de mettre habilitant contraignant. Il aurait fallu que j'explique plus avant. Ça me semblait un peu trivial et je vous le dis d'emblée, je n'ai pas trouvé encore aujourd'hui la solution pour représenter cet environnement de manière schématique dans l'idée d'apprendre à s'entreprendre à travers une occupation. Cela dit,
de manière plus générale, votre remarque est éminemment pertinente parce qu'évidemment, dans le cadre du magasin scolaire, si on n'avait pas eu la collaboration du directeur de recherche, directeur d'école, excusez-moi, des formations professionnelles, on aurait eu des bâtons dans les roues. Par exemple, s'il ne nous avait pas donné l'autorisation d'apporter de l'argent à l'école, s'il avait dit aux élèves non, on n'apporte pas d'argent à l'école, ça va créer des problèmes de vol, etc., ça aurait très bien pu arriver. Ce n'est pas arrivé, on a eu la chance, entre guillemets, mais ça aurait pu arriver. Et il nous a aidés pour toutes sortes de choses comme ça. Par exemple, c'est lui qui a payé la construction du chariot aussi, un poste budgétaire qui a été mis expressément pour ça. Le chariot a brisé, si vous vous rappelez dans la thèse, les élèves ont cassé évidemment, la roulette, puis la tablette, il a fallu le réparer. Tout ça avec la collaboration du directeur qui était très ouvert à cette idée de faire de l'entrepreneuriat dans l'école. Principalement, si je ne m'abuse, peut-être qu'on pourra en discuter entre nous plus tard après la soutenance, mais il voyait là un espèce d'aspect promotionnel pour son école où les élèves sont en action, les élèves sont mis dans des situations qui sortent un peu du cadre ordinaire de la classe. Donc lui, il voyait, je pense, une espèce de façon de mettre son école en valeur à travers des projets qui sont vécus comme ça dans le cadre de son école. De manière plus générale, je ne pourrais pas dire, évidemment, a priori, on peut dire la culture de l'établissement est facilitante ou non pour l'émergence de ce genre de projet-là. Un autre aspect qu'on peut soulever, c'est ce que j'ai montré dans la thèse, que le magasin scolaire, il ne se déploie pas uniquement dans la sphère privée de la classe, mais il se déploie aussi dans la sphère publique de l'école. Et donc, ça génère dans l'école du bruit, du dérangement, des élèves qui viennent acheter au magasin scolaire alors qu'ils devraient être dans la cour de récréation. Ça implique un peu un assouplissement de la rigidité des règles institutionnelles, enfin, rigidité ou utilité des règles qui sont mises en place habituellement en milieu scolaire. Donc il y a toute une série de caractéristiques relatives à cette culture de l'école qui devrait se retrouver à quelque part, puisque là on a un peu l'impression qu'on se déploie dans du mou, dans du ventre, mais on ne se déploie pas dans du mou, on se déploie dans un contexte, on se déploie dans une école. Et donc je suis d'accord avec vous, sans réussir à vous répondre de manière franche et sincère sur comment l'intégrer à cette représentation théorique-là, tout en étant bien conscient qu'il y aurait une nécessité de trouver un moyen de représenter le contenu. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous souhaitez poser une deuxième question à ce tour-ci? Non, c'est le collègue. Très bien. Alors, Marie-Françoise Desjans. Alors, au risque, évidemment, de répéter ce que mes collègues ont dit, je tiens à te féliciter pour cette thèse d'une très grande qualité que j'ai lue avec un très grand bonheur. Je pense que c'est effectivement très intéressant de voir jusqu'à quel point cette thèse met en exergue ce que peut être une expertise enseignante. Et c'est très réconfortant, je pense, aussi, pour le regard qu'on porte sur l'enseignement et sur les enseignants. C'est une thèse qui est admirablement bien écrite, bien construite, et je dirais qu'il y a aussi la qualité d'être habité. Je habite cette thèse et on sent qu'à présent, tout au long, M. Péchard a fait remarquer, et Mme Patricia Bouchena aussi, c'est que on voit bien que la démarche d'enquête est aussi la démarche de la thèse. Ma question, c'est que ta thèse, évidemment, elle s'inscrit dans l'entrepreneuriat scolaire. On pourrait penser que c'est une thèse qui porte essentiellement sur l'entrepreneuriat. Pourtant, en particulier à la lumière de ton chapitre 4 et de l'analyse transversale que tu proposes, il me semble que ta thèse, elle porte beaucoup plus largement sur les processus d'enseignement-apprentissage vus sous l'angle apprendre à s'entreprendre. On voit d'ailleurs que le pouvoir éducatif et émancipateur de l'activité entrepreneuriale dépend beaucoup de la manière dont cette activité est exploitée. Autrement dit, des conditions pédagogiques que l'enseignant met en place, de la manière dont elle exploite certaines opportunités d'apprentissage que tu récupères très bien en montrant les types de problématisation auxquelles donnent lieu ces opportunités. Tu identifies à la fin de ton chapitre plusieurs autres activités entrepreneuriales qui auraient pu être des contextes aussi
pour apprendre à s'entreprendre. On a évoqué aussi les éducations A. Et il me semble que même si ta thèse apporte une contribution certaine à l'entrepreneuriat scolaire, sa portée est beaucoup plus large. Et j'aimerais t'entendre un peu sur ça parce que il me semble que l'activité entrepreneuriale est prototypique d'un apprentissage expérientiel, d'une pédagogie de la problématisation par l'occupation, mais qui pourrait s'appliquer à plein d'autres situations d'enseignement-apprentissage en contexte scolaire. Et donc, je t'amène à un niveau de généralisation encore plus grand que les éducations A, parce qu'on pourrait penser que ça se transpose à d'autres éducations A, mais est-ce que finalement, cette pédagogie de la problématisation qui repose aussi foncièrement sur une certaine philosophie de l'éducation, qui est d'ailleurs très implicite chez l'enseignant, parce que sa démarche elle-même, et tu le dis, est une démarche d'enquête, parce qu'elle ne peut inscrire ses élèves dans cette démarche que dans la mesure où elle-même, son rapport à l'enseignement est dans une certaine forme une démarche d'enquête. Alors, quelle est plus largement la contribution de ta thèse à une meilleure compréhension des processus d'enseignement-apprentissage en contexte scolaire et du rôle central, évidemment, qui joue l'enseignant? Vaste question, évidemment, ça dépasse un petit peu jusqu'où je me suis rendu dans le cadre de la thèse, mais je pense que la réponse est aussi dans la thèse en même temps, dans le sens où il me semble que on est dans l'idée de compétence est mise à son plus beau dans le cadre de la conduite de l'occupation. Dans le sens où, comme je l'ai dit ici par rapport aux apprentissages qui sont amenés dans le cadre de l'occupation, le magasin scolaire, l'occupation, appelle des besoins d'apprentissage, mais il est aussi le contexte dans lequel on va réinvestir ces apprentissages. Et c'est exactement l'idée d'utiliser de manière compétente des savoirs et des ressources dans le cadre de l'action. C'est exactement l'idée de développer des compétences chez les élèves. Alors je pense qu'on n'est pas loin, et d'ailleurs au plan théorique, probablement que Dewey a été négligé dans la façon dont on a choisi de traiter la notion de compétence. On parle beaucoup de Piaget, de Vygotsky, on parle très peu de John Dewey, du pragmatisme américain, qui pourtant, à mon avis, pourrait contribuer très fortement à au moins l'opérationnalisation de cette idée de développer des compétences. On en a un très bel exemple à travers l'exploitation pédagogique de l'occupation. Cela dit, à mon avis, une occupation mal exploitée, on pourrait aussi en arriver à rater l'occupation ou à rater le développement de compétences à quelque part. C'est parce qu'il y a une intelligence pédagogique en arrière-plan, il y a tout ce travail constant d'avoir des problématiques instrumentales qui sont reproblématisées par l'enseignant pour les rendre pédagogiquement exploitables, pour les mettre au niveau des élèves, que ça fonctionne à quelque part. C'est ce que je te répondrai pour le moment. Je ne suis pas capable, à mon avis, d'aller encore plus loin que ça, mais j'inscrirai ça dans une logique de développement de compétences et dans, à mon avis, une manière assez prototypique de développer des compétences chez les élèves, avec cette idée d'action qui est le centre, qui génère des apprentissages, mais qui est aussi la situation de réinvestissement des apprentissages, ce qui est l'idée même de développer des compétences. Est-ce que ça répond? Oui, tout à fait. Donc, on peut en conclure que ta thèse apporte quand même une contribution très significative à la question justement des compétences, du développement des compétences en contexte scolaire, comment peut-on favoriser le développement des compétences en contexte scolaire, et aussi avec la dynamique savoir-compétence. Oui, et je pense que ça réhabilite aussi, à quelque part, ce que sont les domaines généraux de formation. Les domaines généraux de formation, ce sont des contextes qui sont connotés socialement et qui nous permettent de remettre l'expérience concrète, mais aussi les aspects plus politiques de l'éducation au centre de la classe. Et c'est pour ça qu'il y a une éducation de nature critique, parce que cette dimension politique de l'occupation qui est remise dans le cadre de la classe. Donc ça replace, ça resitue aussi, à mon avis, le rôle de ces domaines généraux de formation, qui sont d'abord des contextes, mais on peut aussi aller plus loin, parce que peut-être que je vais arrêter là pour ne pas trop anticiper sur d'autres questions qui pourraient m'être posées, mais j'aurais plein de choses à dire qui...
étincelle dans la tête. Alors, pour maintenir la flamme, je vais donner la parole donc, à votre directeur de thèse. Peut-être a-t-il encore quelques questions qu'on n'a pas eu l'occasion de nous poser au cours des dernières années. Alors, Serge Desgagnés. Mathias, comment ne pas dire simplement merci? Merci pour ton goût de l'enquête bien menée. Merci pour ta créativité méthodologique, ton audace intellectuelle, pour ta confiance dans l'accompagnement de ta démarche. Ma question va te ramener au conseil d'élèves. Dans le passage de la théorie à l'empirie, la problématique à la méthode, tu fais intervenir la nécessité d'un conseil d'élèves pour assurer la réflexivité des élèves. En t'appuyant sur Dewey, tu avances même que cette réflexivité de groupe que permet le conseil d'élèves assure que l'éducation à s'entreprendre s'oriente vers un bien social. Il y a comme l'idée chez Dewey, dans l'idéal démocratique, que la réflexivité du groupe va réguler un bien social. Ça vient contrer les critiques, c'est toi qui le dis dans ta thèse, qui objecteraient qu'on peut apprendre à s'entreprendre pour diverses raisons, pas toujours moralement bonnes. S'entreprendre à devenir un voleur de haut vol, s'entreprendre à devenir un politicien corrompu, pour reprendre les exemples que tu évoques. Le conseil, par la réflexivité qu'il introduit, devient régulateur d'un bien commun à construire. Ça vient toucher une question cruciale dans l'éducation à s'entreprendre pour moi, soit les valeurs que sert l'entrepreneuriat scolaire. Apprend-on dans les micro-entreprises à devenir simplement de bons capitalistes directs, pour prendre ce que les critiques pourraient dire? Quelle société sert l'éducation à s'entreprendre? Éduquer à s'entreprendre n'oblige-t-il pas cette mise à distance des valeurs de société à promouvoir? Ce propos intéressant de Dewey sur les conditions de réflexivité du groupe qui assure une orientation vers le bien social n'est pas pour moi tout à fait convaincant. C'est-à-dire que pour moi, ça ne se fait pas tout seul que le groupe réfléchisse vers un bien social. Encore faut-il que la réflexivité des élèves dans la construction du magasin, pour le cas qui nous concerne, permette des discussions critiques sur la société telle qu'elle se développe. L'école est un lieu de reproduction sociale, en partie du moins, et il ne va pas de soi d'en faire un lieu de critique et de renouvellement des valeurs sociales. En ce sens, que penses-tu de cette question et qu'est-ce que l'expérience du magasin scolaire t'a appris sur cette présence ou non? Et il présente par quelques exemples dans tes cas de processus, présence d'une réflexivité critique dans le conseil d'élèves ou sur les conditions pouvant permettre cette réflexivité critique des élèves. Évidemment, c'est une question qui englobe le sujet même des débats qui entourent l'éducation à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on entend derrière ces termes-là? C'est évidemment une question aussi dont on a débattu largement les 5 dernières années pour ne jamais trouver de réponse tout à fait satisfaisante. Je suis d'accord avec toi que le conseil d'élèves n'assure pas en lui-même le développement vers un bien commun. On est d'accord sur l'idée que s'entreprendre, ce n'est pas moralement connoté. On peut s'entreprendre pour faire le bien, comme on peut s'entreprendre pour se développer de manière négative. Et même dans les termes de Dewey, on continuerait à être dans un développement, donc on continuerait à être dans quelque chose d'éducatif. Être un meilleur voleur, on continue à être meilleur dans ce qu'on fait. Donc évidemment, la réflexivité dans le conseil d'élèves n'est pas le gage de la direction dans laquelle va aller cette réflexivité, je te dirais. Cependant, elle est absolument nécessaire, cette réflexivité. Sans cette réflexivité-là, on n'a pas de prise pour exploiter les dimensions critiques qui peuvent être exploitées à l'appui de ce qui se vit dans le magasin. Je reviens à quelque chose en lisant ton rapport. J'ai évidemment vu ta question et j'ai vu qu'on n'avait jamais vraiment trouvé de solution à cette question, mais j'ai mis 2 éléments de ma thèse qui sont à 2 endroits complètement différents de ma thèse ensemble, et il me semble que je me rapproche d'une réponse à cette question. C'est Bailey, qui est un philosophe de l'éducation, qui nous dit déjà en 92, c'est pas tout récent, et il nous dit en gros que la façon dont on va juger
que les élèves s'entreprennent, donc s'ils s'entreprennent pour le bien ou pour le mal, dépend entièrement de la façon dont on juge ces choses dans lesquelles ils s'entreprennent. Si tu juges qu'être un politicien corrompu, c'est pas la bonne méthode pour toi, mais tu vas juger que quelqu'un qui s'entreprend à être un politicien corrompu, c'est pas la bonne chose à faire. Si tu juges que l'environnement c'est quelque chose d'important pour la société, et qu'on fait un projet où on va se développer dans le sens d'être entreprenant pour un bien écologique, mais tu vas trouver que c'est la bonne chose à faire. Autrement dit, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est bien ou que c'est pas bien? Ce sont tes valeurs. D'accord? C'est des valeurs qui vont te permettre de juger de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien le sens dans lequel on s'entreprend. Et je pense que Dewey nous fournit la réponse à cette idée de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est pas bien. Dans le sens où il donne 3 conditions à l'éducation. Et la deuxième, c'est de fournir à l'éducation un environnement purifié. Il dit toute société est encombrée de choses utiles, de vestiges caducs hérités du passé et d'éléments nettement indésirables. L'école a le devoir de les éliminer de l'environnement qu'elle fournit et par là de faire de ce qu'elle peut pour contrecarrer leur influence dans l'environnement social ordinaire. En choisissant le meilleur pour son usage exclusif, elle lutte pour renforcer le pouvoir du meilleur. En ce sens, à mon avis, on ne peut pas s'entreprendre d'une autre façon que ce que, en tant que société, on a mis comme valeur dans notre curriculum. Et par exemple, les domaines de généraux de formation me semblent ici des pistes pour nous dire dans quel sens s'entreprendre. S'entreprendre dans le sens d'une conscience écologique, s'entreprendre dans le sens d'un esprit critique, s'entreprendre dans le sens de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure en termes qui sont accolés à ces éducations. Alors je sais que ça ne répond pas encore complètement. Je suis en construction de cette réponse-là, qui est une question de fond, je pense. Et comme tu le sais très bien, c'est aussi une question que j'ai choisi de traiter dans ma demande de bourse de post-doctorat, de voir comment ces éducations de manière critique, ces exploitations critiques de l'occupation pouvaient ou devaient, ou comment ça devait se faire dans le cadre du magasin scolaire. Parce qu'une chose que je peux encore dire par rapport à ça, c'est que dans la conduite de l'occupation, l'exploitation des dimensions critiques, donc par exemple avec la publicité, un autre exemple ce serait le fait de faire des profits dans le magasin. Est-ce qu'on fait des profits ou pas? Ça allait beaucoup moins, ça a été traité, mais ça allait beaucoup moins de soi de la part de l'enseignant d'intégrer ces apprentissages de nature critique. C'est plus moi qui ai poussé pour qu'on aille dans ce sens-là, en tout respect. Ce qui allait beaucoup plus dans le sens d'intégrer des apprentissages de nature disciplinaire, là où moi je poussais faut qu'on discute de choses plus critiques. Alors c'est sûr qu'on était en 2e année, donc on n'a pas été très loin non plus dans les discussions, mais on a vu que c'était possible, à l'appui de ce qui est à vivre dans le magasin, d'avoir des réflexions critiques. Par exemple, le dernier cas, qui consiste à dire on fait des profits dans le cadre du magasin, est une belle illustration. Au début, si je me rappelle, Marie-Christine ne voulait pas faire discuter les élèves sur ce sujet-là, j'avais l'impression qu'ils ne sauraient pas quoi discuter, et j'ai poussé un petit peu, ce qui est d'ailleurs la nature de la collaboration, on pourra peut-être en reparler dans la prochaine question, mais j'ai poussé dans le sens qu'il faut en parler avec les élèves. Non pas leur donner une réponse, mais laisser la question ouverte. Fait-on, oui ou non, des profits? Ce qui amène à la question, qu'est-ce qu'on fait des profits si on décide d'en réaliser? Et en faisant ces discussions-là, d'une part, on s'est dit, ok, on va faire des profits. Toi, tu avais ton veto, je ne veux pas faire de profit sur les fournitures scolaires, c'est un bien de première nécessité en classe, donc on fait des profits sur les collations qui ont été ajoutées plus tard au magasin. Et ça a amené à qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. On a eu une discussion, on va tirer au sort une personne dans la classe qui tire tous les bénéfices de sport. Évidemment, vous comprendrez que ça fait un tollé. On s'est rendu compte qu'après ça, on pourrait peut-être faire un cadeau à l'école. Dans le fond, l'argent qu'on reçoit, ça vient des élèves de l'école. Donc pourquoi ne pas leur rendre quelque chose, acheter des ballons ou peu importe à l'école, se faire un cadeau à la classe, parce que c'est nous qui avons mis tous les efforts dans le cadre du magasin pour réussir à le faire exister, à le faire tourner et à engranger quelques profits. Et on a aussi discuté de la possibilité de donner à une cause humanitaire notre argent. Donc, évidemment, on n'a pas été très très loin avec des élèves de 7-8 ans.
Mais on a quand même vu que c'était possible d'exploiter cette dimension critique à l'appui des valeurs qu'on choisissait de défendre ou non dans le cadre de l'occupation. Je sais que ça ne répond pas encore entièrement, mais c'est le mieux que je puisse faire pour le moment. Alors, les échanges sont très, très bien lancés. Alors, vous aurez maintenant l'opportunité de vous adresser là, pour une deuxième fois aux candidats, en commençant par Mme Champy-Roussan. Merci. Comment dire? Oui, je voudrais relancer un petit peu Mathias sur une question à propos de laquelle il a déjà proposé quelques développements, mais quand même, c'est la question que j'ai posée sur comment mobiliser les résultats de cette thèse dans d'autres contextes que dans le primaire. Il me semble que ce serait intéressant de regarder vos résultats d'un point de vue peut-être plus sociologique ou économique. Alors je m'explique. Plus on se rapproche de l'enseignement supérieur, plus les publics sont concernés par leur futur emploi. Bon, on sait qu'on est dans une société où, en tout cas en France, on le vit de façon très forte, le chômage des jeunes est très très important. Donc, le projet politique de développer, on peut prendre les deux finalités, que ce soit l'esprit d'initiative ou l'esprit d'entreprendre, ou de manière plus étroite, la capacité à devenir entrepreneur, est très très lié, qu'on le veuille ou non, est très très lié à ces problèmes d'emploi des jeunes. Donc finalement, il y a une tension, il y a une tension politique qui rejaillit sans arrêt sur le projet politique, enfin le projet éducatif que porte le politique. Et donc, voilà, je me dis qu'il y aurait un grand profit à tirer d'exploiter le type de résultats que vous avez produit dans votre thèse aux autres niveaux, donc au niveau du secondaire et au niveau du supérieur, d'autant que pèse cette urgence sociale qu'est le chômage des jeunes. Et justement parce qu'il y a cette urgence sociale, on risque de passer à côté d'un projet éducatif pour les adolescents et pour les jeunes adultes que sont les étudiants, qui serait fort utile pour notre société, quoi. Donc toute la réflexion sur la capacité réflexive, enfin ce qui est prévu aussi pour la suite des travaux de thèse, à mon avis, je suis en train de poser une question plutôt d'essayer d'instaurer un débat. À mon avis, ça mériterait vraiment beaucoup d'être posé aux autres niveaux de l'enseignement. Voilà, je ne dirais pas plus parce que je me suis rendu compte que j'ai posé plusieurs questions tout à l'heure, mais je ne suis pas bien de prendre des usages québécois, donc excusez-moi. Il n'y a pas de souci. On a le droit de poser plusieurs questions. Question principale et plusieurs questions, donc c'est tout à fait dans les normes ici aussi. D'abord, je pense qu'il faut prendre conscience qu'au Québec, en fait, le point de départ de l'entrepreneuriat, je pense, est exactement le même que celui que tu décris en France. Par exemple, les premiers écrits qui commencent à faire la promotion de l'entrepreneuriat en milieu scolaire, on parlait encore d'entrepreneurship, même à ce moment-là au Québec, ça part très clairement d'un déficit entrepreneurial dans la société de manière générale, et particulièrement dans les régions ici, qui ont subi des pertes de grosses entreprises. Donc il y a eu un déficit d'emploi énorme, avec une fuite du potentiel humain qui s'en allait vers les centres urbains pour trouver du travail. Et toute la réflexion au Québec sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire part de cette idée de revivifier les économies régions dans un développement qu'on appelle endogène, c'est-à-dire des acteurs de la communauté pour leur communauté, au lieu d'avoir des grosses entreprises qui viennent de l'extérieur, qui exploitent, qui font des profits ailleurs et qui s'en vont, mais qui fournissent des emplois cependant quand même. Donc c'est toute cette idée d'un peu développer le pouvoir
l'esprit d'entreprise des individus pour qu'ils restent dans leur région et qu'ils y restent de manière durable en créant de l'emploi pour eux-mêmes, pour les autres. Je pense que le point de départ est le même de part et d'autre. Je ne connais pas les taux de chômage ici, cependant. Peut-être que Jean-Pierre pourrait nous en parler. Je ne suis pas sûr qu'on soit à des niveaux aussi critiques que ce que vous releviez dans le cadre de la France. Ceci étant posé, que vous répondre d'autres? Faire des liens entre les résultats de la thèse et les autres niveaux d'enseignement me met pour l'instant mal à l'aise, dans le sens où il faudrait qu'on s'entende. Dans le fond, votre commentaire me tire un peu vers l'esprit d'entreprise, là où je m'en vais, moi, vers l'esprit d'entreprendre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un lien entre les deux, évidemment. Je l'ai dit dans la thèse aussi, d'ailleurs. Un entrepreneur, c'est une personne entreprenante dans le cadre d'une entreprise. Vous êtes bien d'accord? Donc, il y a cette espèce de connotation directement économique à l'entrepreneur, mais dans le fond, ils sont liés, les deux. Donc, ce qu'on essaye de développer en termes d'esprit d'initiative chez les élèves en formant des individus entreprenants, forcément, quelque part, on contribue aussi à peut-être faire émerger plus d'entrepreneurs de l'autre côté. Cela dit, je ne pense pas que c'est le rôle de l'école, en tout cas au primaire, ma réflexion, vous le savez, centre principalement à ce niveau-là. Ce n'est pas le rôle de l'école de faire de l'orientation déjà professionnelle en termes d'un développement si connoté, de développer des futurs entrepreneurs pour la société. Oui. Voici où j'en suis dans ma réflexion. Peut-être une question de relance pour me permettre de construire, si ça vous convient comme réponse. Ce que je peux ajouter, c'est peut-être que je me suis mal exprimée en fait, parce que précisément, ce que je voyais comme prolongement possible à propos de l'enseignement secondaire et à propos de l'enseignement supérieur, c'est bien justement de mobiliser un certain nombre de résultats de la thèse qui vont dans le sens de la construction de l'esprit d'initiative, de l'esprit d'entreprendre, de la réflexivité, donc pas de fabriquer des entrepreneurs, parce que, en tout cas en France, je parle de ce que je connais le mieux, que ce soit au niveau du secondaire ou au niveau du supérieur, même si l'urgence sociale nous permet bien de comprendre que le gouvernement est surtout habité par le souhait d'améliorer l'employabilité des jeunes et éventuellement de créer de futurs entrepreneurs, les discours et les dispositifs visent à ces deux niveaux également le développement de ce qui est visé dans l'enseignement primaire. C'est pas, justement, c'est ça qui est compliqué dans cette affaire. C'est que c'est pas aussi clivé que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, enfin nous de notre côté en tout cas, on n'aurait pas un enseignement primaire, d'ailleurs c'est fort peu développé, où on n'entendrait pas parler du projet de devenir entrepreneur, et puis les autres niveaux où ça viendrait prépondérant, c'est pas si clair que ça. On garde toujours les deux finalités présentes à l'esprit, et preuve en est, dans notre établissement, on met en œuvre, comme dans toutes les universités françaises, le plan national de l'entrepreneuriat étudiant, et on travaille sur ces deux dimensions. Et on ne travaille pas qu'à fabriquer de futurs entrepreneurs. Voilà, c'était pour prolonger mon... Mais donc, on aura d'autres occasions d'en parler. Oui, on aura beaucoup d'autres occasions même, j'espère. Cela dit, pour moi, c'est quand même deux défis complètement différents. Moi, par exemple, après une thèse de doctorat sur l'éducation à l'esprit d'entreprendre ou l'entrepreneuriat scolaire, même après ça, je ne me verrai aucunement essayer de former des futurs entrepreneurs. Pour moi, ce sont deux objets qui sont complètement différents. Je ne dis pas qu'ils sont incompatibles, je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder en même temps comme vous le faites en France. D'ailleurs, ça me réconcilie beaucoup. Ici, on a un peu tendance à les mettre sur un continuum. Mais pour moi, ça reste deux choses quand même assez, en termes éducatifs, deux choses assez indépendantes. Cela dit, ce qu'on peut peut-être encore en dire, je suis positivement surpris, à quelque part, que ça ne se passe pas comme au Québec chez vous, dans le sens où on continue à faire la promotion des deux finalités simultanément. Cela dit, il y a
plein d'initiatives aussi qui font cette promotion-là simultanément. Mais si on a parlé tout à l'heure de développer des futurs entrepreneurs, déficit entrepreneurial, développement endogène, etc., il faut aussi prendre conscience qu'il y a tout un autre discours, un autre pan de discours qui montre clairement que l'économie de demain, les entreprises de demain ont besoin d'individus plus entreprenants et pas nécessairement des entrepreneurs. Donc former des individus entreprenants, c'est pas ne pas contribuer à une certaine forme d'utilité sociale, d'utilité de l'économie quand même. Il n'y a pas, comme vous le dites très bien dans votre précision, il n'y a pas de clivage si profond que ça entre ces deux finalités-là, tout en reconnaissant, je pense, qu'il y a une spécificité à chacune de ces deux finalités. Alors on aura probablement l'occasion d'en rediscuter longuement. Merci. Merci. Alors, M. Béchard, c'est Oui. J'aimerais faire du kilométrage sur Mme Champy, je ne sais plus quel endroit je vais monter. Effectivement, moi, qui viens plus de l'autre bout du continuum, je trouve que la thèse m'a beaucoup interpellé, surtout dans les dernières théories, dont la théorie de l'effectuation, où c'est, je pense, tu changerais de sujet et le titre, et puis tu serais là-dedans. Et c'est sûr qu'avant, on avait l'idée qu'un entrepreneur, il arrive avec son idée, et puis on l'entraîne de façon économique à découvrir son marché, donc à construire un plan d'affaires. On est en train de réaliser que ça ne fonctionne pas beaucoup, ces choses-là. Ça fonctionne sans nous, sans dispositif. Et là, la vision sociologique de ces processus-là, c'est l'émergence, exactement ce que tu montres, comment les idées se construisent, comment on fait du patchwork, comment on se laisse surprendre, comment on improvise. Et c'est pour ça qu'entre esprit d'entreprise et esprit d'entrepreneur, la théorie de l'effectuation, où ce que tu fais est au contraire pas clivé, c'est très connecté, ça. Alors ça, c'était fait du mélange, un petit peu mélange, sur cette idée plus sociologique du processus d'émergence. Je peux juste répondre à votre question, mais on a déjà quand même beaucoup parlé aussi avec Serge, et on s'était dit, au fond, j'ai développé l'idée d'apprendre à s'entreprendre à travers la représentation théorique, mais si notre objectif à atteindre, c'est de créer une entreprise, c'est-à-dire la représentation fonctionne très bien aussi, il va y avoir une dimension beaucoup plus économique, mais il reste qu'il va y avoir un plan d'action, qu'il va falloir mettre ce plan en œuvre, qu'il va y avoir des problèmes, qu'il va falloir les résoudre. Ça continue de fonctionner très bien. Dans ce sens-là, je me reconnaissais dans les résultats en passant à un autre univers. Oui, tout à fait. On a pris suite à la lecture de votre rapport. Ma question, c'est, moi, je suis étonné que Dewey et ses amis reviennent en force au 21e siècle comme ça. Et je me dis, il y a un complot quelque part. Puis on revoit les textes remis en français. Je pense aux auteurs classiques qui étaient avant Dewey. Les idées du 20e siècle pourraient nous être utiles au 21e siècle. Pourquoi on revient avec ça? Et ça me met, parce que je ne vois pas ça ici. J'ai vu dans d'autres thèses, d'autres écrits, il me dit, he's back, il est de retour. Est-ce qu'on n'a pas épuisé le sujet? Je ne pense pas. Je pense que ce que Dewey a proposé dans les années 1900, même 1800, il a commencé à écrire dans les fin des années 1800, c'est pas tout jeune. Ce qu'il a proposé à ce moment-là, je ne parlerai pas de sa philosophie de l'expérience, je ne suis pas un expert de sa philosophie de l'expérience, je parlerai de ce qui touche l'éducation, parce que c'est ça que j'ai lu dans ces textes. D'abord, Dewey a produit un mur au complet d'écrits. Il a produit tout au long de sa carrière. Mais je pense que ce qu'il a proposé à ce moment-là était à quelque part trop nouveau, trop novateur, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, il a proposé quelque chose qui a fonctionné tout un temps, qui a conduit à faire des réformes éducatives, notamment aux États-Unis, en Chine, en Turquie, en Russie. Ces idées ont percolé un peu partout. Et principalement aux États-Unis, la réforme n'a pas donné les résultats escomptés, et donc on a dit c'est la faute à Dewey. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc Dewey a été un peu mis au banc
des accusés, il n'était plus là pour se défendre de toute façon, donc ça faisait bien l'affaire de tout le monde, personne n'était vraiment embêté. Qui a vraiment été mis principalement du côté américain. Et il fait l'objet aujourd'hui d'une redécouverte par les Français principalement, en langue française principalement. Cela dit, il y a toujours beaucoup de, comment on appelle ça, scholars en anglais, des spécialistes de John Dewey qui écrivent que sur John Dewey. Il y a même une revue qui est spécialisée, qui traite que de John Dewey encore aujourd'hui en langue anglaise. Donc ça, il continue à exister, il a continué à exister tout au long de ces années-là. Mais pour en revenir à ce que je disais, je pense que ces idées ont frappé, ou peut-être que ça a émergé en même temps que d'autres grandes idées, par exemple, je pense à Piaget, Vygotsky, ce genre de choses, qui sont arrivées un peu plus tard, mais pas tant plus tard que ça, et donc il y a eu une espèce de compétition, à mon avis, d'idées. C'est Piaget qui a dû la remporter, cette bataille-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, Dewey, et pas juste Dewey, le pragmatisme social aussi de Mead, puisque Dewey est assez individualiste, on a ajouté le pragmatisme social par la suite, et même ceux qui ont écrit avant lui, Peirce et James, sont aussi l'objet d'une redécouverte assez importante. Je pense que ça peut être dû au fait qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait peut-être des choses intéressantes qu'on a laissées de côté. Et au plan éducatif, je pense que le meilleur moyen de le voir, c'est que Dewey, ce qu'il proposait, c'est donc les occupations, vous l'avez vu, l'expérience concrète, etc. Et quand il a proposé cette idée-là, on arrivait en même temps avec tout un pôle beaucoup plus traditionnaliste qui disait, mais non, c'est les savoirs, c'est l'enseignant, l'expert en avant, c'est un peu pour en revenir à ce qu'on a toujours fait. Il y a dû avoir une espèce d'équilibration entre ces deux théories de l'apprentissage assez opposées. Et force est de constater qu'au moins jusqu'à la dernière réforme du curriculum au Québec en tout cas, c'est quand même le pôle traditionnaliste qui a toujours tenu le haut du bâton. Et d'ailleurs, il continue à le tenir aujourd'hui. Les élèves ne sont pas évalués sur les compétences transversales qu'ils développent, ni sur comment ils sont bien critiques par rapport à la société. Ils sont évalués sur comment ils sont bons en mathématiques et comment ils sont bons en français. Donc il y a toujours, et je pense que ça va continuer comme ça, il y a deux pôles qui s'équilibrent. Parfois il y en a un qui prend l'ascendant, puis c'est l'autre qui prend l'ascendant. J'ai l'impression que c'est le tour de Dewey de prendre l'ascendant et de faire l'objet d'une redécouverte entre guillemets. Une autre chose, juste pour terminer, c'est que Dewey n'a jamais proposé de recette pédagogique. C'est vraiment ce qu'il a proposé, c'est une philosophie de l'expérience. Et en ce sens-là, je ne peux pas dire que c'est intemporel, je n'oserais pas dire ça, mais presque, à quelque part, ce n'est pas une recette pédagogique qu'il a proposée. Donc, on peut continuer à s'appuyer sur ce qu'il a proposé, tout en étant pertinent et en actualisant, évidemment, ce qu'il a dit il y a presque plus qu'un siècle aujourd'hui. C'est peut-être moins une question qu'un prolongement de la réflexion, mais une question sur laquelle les professeurs pourront réagir, c'est que j'ai l'impression que le débat un peu autour de l'entrepreneuriat auquel vous avez fait référence, en disant qu'il y avait parfois un certain clivage entre une vision formulée d'entrepreneur versus ce que tu développes dans ta thèse, il m'évoque beaucoup le débat autour des compétences. Parce qu'effectivement, quand on regarde les écrits sur les compétences, une des critiques qui est faite, c'est que les compétences ont des visées essentiellement utilitaristes, que l'introduction des compétences à l'école, c'est une soumission aux objectifs des entreprises qui, effectivement, veulent qu'on forme des bons travailleurs. Donc, on retrouve exactement ce même débat, alors que d'autres vont défendre, au contraire, autour des compétences, l'idée que les compétences ont plutôt une valeur émancipatrice, qu'elles contribuent à donner davantage de sens au savoir. Et pour moi, il y a un parallèle extrêmement intéressant à faire entre ces deux types de débats. Et on a beaucoup évoqué, évidemment, le pragmatisme. Et il y a une espèce il me semble qu'il y a une espèce de confusion à un moment donné qui s'instaure entre pragmatisme et utilitarisme. Et je pense que c'est par méconnaissance de ce qu'est le pragmatisme qu'on verse beaucoup du côté de l'utilitarisme, que ce soit par rapport aux compétences ou à la vision d'entreprise. Et en même temps, ça m'amène aussi à la réflexion, parce qu'on dit, bon, Dewey, c'est encore actuel, Piaget, Vygotsky, puis
dans le fond, il y a des liens aussi, parce que Piaget a une dimension très pragmatique aussi, qu'on pourrait trouver chez les politiciens. Est-ce qu'il n'y a pas un défi majeur à introduire à l'école une philosophie, ou en tout cas une vision de l'éducation qui est pragmatique? Une grosse question, mais je ne veux pas nécessairement que tu y répondes, mais en fait, c'est une réflexion que je partage. Je ne veux pas que tu y répondes, mais je t'invite à y réfléchir avec moi, parce que ça vient me questionner. Et d'ailleurs, quand tu as abordé un tout plus, quand tu disais que les éducations A sont non consensuelles, que le sens n'est pas arrêté, ça fait un petit déclic chez moi, et je me suis dit, on dit des éducations A, pourquoi ne dit pas-on des savoirs disciplinaires dont on prétend qu'ils sont consensuels, dont le sens est arrêté? Tu as donné des exemples, évidemment, 2 plus 2 fait 4, je ne conteste pas, mais c'est moins évident, et plus on sort de disciplines comme celle-là, et plus on va vers d'autres disciplines, on se rend compte que les savoirs sont loin d'être consensuels, qu'ils sont loin d'être arrêtés, et qu'il est extrêmement difficile de mettre complètement de côté aussi par rapport à ces savoirs-là la dimension des valeurs et la dimension du sens que ça revêt selon les contextes dans lesquels on en fait usage. Je pense qu'au plan épistémologique, ce que nous invite à faire le pragmatisme, c'est de reconsidérer les savoirs dans leur problématisme. C'est un petit peu, on prend ça pour acquis qu'aujourd'hui, par exemple, 2 plus 2 font 4, mais on oublie que 2 plus 2 font 4, c'est la solution de quelqu'un qui s'est posé un problème un jour, qui a décidé que 2 plus 2 faisait 4 était la solution à ce problème-là. Et on prend ça au point de vue épistémologique pour des évidences. Évidemment, il ne s'agit pas de tout redécouvrir avec les élèves, mais au moins ça contribue à travers les processus d'enquête à montrer aux élèves que ce qu'on apprend, c'est des solutions à des problèmes qu'on a vécus. D'ailleurs, on peut encore faire un nouveau lien avec la notion de compétence, évidemment, et le lien que tu fais avec l'utilitarisme nous semble particulièrement intéressant. On devrait pousser cette réflexion-là. Mais voilà, je pense que ce que nous invite à faire le pragmatisme est épistémologique, dans le sens d'une reproblématisation des apprentissages. Ici, évidemment, tu t'en rappelles que c'est un point que tu as soulevé dans ton rapport, mais une chose tout à fait notable dans le cadre de l'exploitation du magasin, c'est que l'enseignante, elle utilise son programme de formation de manière contributoire. Donc, elle ne regarde pas son programme de formation, puis elle dit, bon, je vais faire une leçon parce que j'ai ça à voir. C'est pas du tout ça. Elle dit, ah, je vis une situation problématique, qu'est-ce que je pourrais regarder dans mon programme de formation que je pourrais inclure de manière pertinente dans la résolution de cette problématique-là? Alors la perspective est complètement différente. Donc on voit que le savoir est un moyen pour résoudre un problème, et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on va mettre ce savoir-là de manière compétente, en œuvre de manière compétente dans le magasin, dans une situation expérientielle. Voilà ce que je peux répondre pour le moment. Pour le mot de la fin, la question de la fin. On voudrait peut-être ne pas revenir sur la collaboration chercheur-praticien. Ta thèse mérite bien d'intégrer à son titre qu'il s'agit d'une étude collaborative. En effet, la dimension de co-construction de l'activité entre le chercheur et l'enseignant est omniprésente dans le déroulement de la démarche de collecte de données autour de la création et de la mise en œuvre du magasin scolaire. Comment défends-tu ton implication de chercheur dans la collecte de données face à des gens qui pourraient objecter que toute implication de chercheur vient biaiser les données? D'abord, je suis très étonné, M. Degagné, que cette question vienne de vous. Parce que vous avez vous-même contribué à construire l'objet de la recherche collaborative. Dans ses dimensions méthodologiques également et épistémologiques. D'abord, je ne pense pas ne pas avoir influencé les données. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à dire. Pas plus que je pense qu'un physicien qui regarde 2 particules se collisionner dans le collisionneur en dessous de la Suisse et de la France ne manipule pour les reçus. Donc ça, c'est un point épistémologique de départ.
Et c'est vrai que la collaboration nous pousse à quelque part à intervenir un peu plus avant dans la construction des données, je le dirais comme ça. Donc je ne pense pas ne pas avoir construit quelque chose avec l'enseignante. D'ailleurs, je l'ai traité aussi bien dans mon chapitre de méthodologie que dans le quatrième volet de ce que j'ai appelé le niveau interprétatif transitoire tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui a été traité dans le cadre de la thèse. Cela dit, co-construire quelque chose avec l'enseignante, ça ne veut pas dire lui imposer la façon dont je veux que le magasin fonctionne parce que je sais que ça va faire des beaux résultats de recherche. D'accord? C'est pas ça. Donc, je me suis toujours imposé une sorte de posture dans le cadre de ma collaboration avec l'enseignant, qui était en fait essentiellement tacite. C'est quand j'ai écrit mon chapitre de méthodologie que j'ai réfléchi sur ce que j'ai fait. Je veux dire, je n'avais pas nécessairement pensé à l'avance, mais ce que j'ai remarqué de toutes mes interventions avec l'enseignante, c'était que j'étais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte de gardien de la réflexivité des élèves. Mon but, c'était qu'on discute d'un maximum de choses avec les enfants, qu'on exploite un maximum de choses à partir de l'occupation du magasin scolaire, aussi bien de nature disciplinaire que morale, que tout ce qui était exploitable à partir de ça. Tout en gardant à l'esprit que si l'enseignante m'avait dit, en définitive, Mathias, on ne discute pas du profit avec les élèves, je ne veux pas, très bien, c'est pas moi qui vais imposer, mon rôle c'était de dire, il y aurait quelque chose à discuter ici avec les élèves qui pourrait être intéressant, et voici, qu'est-ce que tu me proposes de faire avec les élèves, et là on co-construisait ce qu'on allait faire avec les élèves s'ils étaient d'accord d'aller dans ce sens-là. S'ils n'étaient pas d'accord d'aller dans ce sens-là, évidemment, c'est son magasin scolaire, sa classe, et donc c'est à elle que revenait en définitive la responsabilité de dire oui ou non, j'intègre cette dimension. Donc il y avait un respect aussi de certaines limites de la collaboration. Il a toujours été clair d'ailleurs dans nos positions respectives, bien qu'on ne l'ait jamais vraiment dit ouvertement, que la recherche nous revenait, mais que les décisions qui étaient à prendre dans le magasin revenait à l'enseignante de manière définitive. C'est elle qui décidait ce qu'elle faisait dans le magasin. Ce qui nous rapproche d'ailleurs de la posture de recherche collaborative que tu as contribué à construire dans le cadre de la recherche collaborative. Cependant, je ne pense pas que ma recherche est une recherche collaborative, je n'entrerai pas dans ces détails-là, mais que je me suis inspiré d'une posture collaborative, avec une position de gardien de la réflexivité, mais tout en ne sachant pas où ça allait nous mener. Donc ce n'était pas l'idée de biaiser, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pousser pour qu'on discute de est-ce qu'on fait du profit ou pas avec les élèves. Je ne savais pas, moi, qu'on allait parler de toutes les choses dont je vous ai parlé, de donner de l'argent, il faut faire un profit raisonnable, sinon les élèves dans l'école ne pourront plus venir acheter dans le magasin. Je ne savais pas que ça allait nous mener là. Mais par contre, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose là à discuter. Et c'est ça que je soumettais à l'enseignante dans le cadre de la collaboration. Ça répond? Ouais. Alors, merci à tous les membres du jury. Ça met un terme donc à cette deuxième portion de la thèse, de la soutenance, pardon. La troisième étant la délibération donc, des membres du jury. J'imagine que vous brûlez d'échanger avec Mathias. Alors, pour permettre de poursuivre les échanges, il y a un local qui a déjà été réservé. Mathias pourra vous y conduire. Il s'agit du local 0129. Juste en face. Ah, bon, voilà, juste en face. Alors, vous pourrez, pendant que le jury délibère, échanger avec Mathias et quelqu'un ira vous chercher lorsqu'il sera le moment de rendre le dernier. Ne vous en allez pas, on s'en va au 0129, il attend avec impatience vos questions.